Bienvenue dans Isme, un espace dédié à celles et ceux qui créent entre deux rives, des artistes venus d'ailleurs ou nés ici de parents venus d'ailleurs, des voix qui portent en elles plusieurs cultures, plusieurs langues et mémoires. Dans ce podcast, nous tendons l'oreille aux récits dont l'art est traversé par la migration, l'exil ou l'héritage. Qu'est-ce que cela change de créer quand on est pétri de deux mondes? Chaque épisode est une rencontre, une conversation intime où l'on questionne les racines, les influences, les doutes et les élans. Car l'art est rarement neutre. Il dit, raconte et invente. Ici, à la croisée des chemins, comme un isthme entre deux pays. Je reçois aujourd'hui un grand artiste franco-algérien qu'on ne présente plus, Houssine Boukla, alias Sidi Bémol, né grandi à Alger. Artiste aux multiples talents, il a su s'imposer comme une figure majeure de la musique algérienne contemporaine, avec une musique et un style bien unique, le gourbi rock. Il a à son actif plus d'une trentaine d'années de carrière incroyable, avec 7 albums pour Sidi Bémol et d'autres productions pour des projets tels que les Chants marins berbères ou l'Odyssée de Fouley. Son premier disque, Chir Sidi Bémol, sort en 1998 et c'est un gros carton. Toujours aussi aimé et écouté, il reste surtout indémodable. En plus de la musique, Houssine Boukla est aussi dessinateur, bédéiste, un talent sûrement moins connu, mais qui vaut vraiment la découverte. Artiste généreux, il contribue via le label CSB Productions à l'éclosion de jeunes talents de la scène algérienne, mais pas que. Mais je vais m'arrêter là pour l'introduction, car je pourrais encore parler de toutes tes activités, Houssine, pendant des heures. Bienvenue à toi. Je suis vraiment honorée d'ouvrir cette série de conversations avec toi comme première invitée. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je souhaiterais, si tu es d'accord, commencer d'abord par te demander comment ça va, de partager ce que j'appelle la météo intérieure du jour. L'idée, c'est de décrire par un ou deux mots comment on va tous les deux avant de commencer cet échange. Écoute, ça va bien, il fait beau, tu vois, il y a le soleil, le ciel est bleu, le soleil qui rayonne. Non, vraiment, ça va très bien. Oui, pareil, moi je suis très contente aujourd'hui, il fait beau et puis effectivement j'ai un soleil intérieur aussi. Merci Houssine. Dans mon podcast, alors je me permets de penser mon invité comme un isthme entre deux pays. Pour toi, c'est entre l'Algérie et la France. Donc nous allons découvrir tout au long de cet échange ton parcours entre ces deux pays. Et si tu veux bien, on va commencer ce voyage par ta vie en Algérie. Donc tu as passé ton enfance, adolescence et même une partie de ton âge adulte à Alger, plus précisément dans le quartier de Bellecour. Quelle est la première image ou mot qui te vient à l'esprit quand j'évoque Alger ? Alger, c'est la mer, c'est la baie d'Alger. C'est vraiment la première chose à laquelle je pense. Parce que nous, on habitait à Bellecour et on allait souvent au boulevard des Martyrs, qui est un peu plus haut que Bellecour. Mon père avait aussi un petit appartement là-bas. Et il y a une vue, quand on est au boulevard des Martyrs, il y a une vue incroyable sur la baie d'Alger. C'est vraiment... On voit le Cap Matifou d'un côté, on voit le côté de l'Amirauté de l'autre. Ça fait vraiment un arc de cercle comme ça. Et c'est un paysage que je garde en moi vraiment. Où que j'aille, c'est quelque chose... c'est l'image que j'ai d'Alger. C'est vraiment l'image que je garderai toujours. De la mer. Ouais, le bleu, quoi. Le bleu d'Alger. Le bleu et voilà, tout l'horizon changeant. C'est une mer, justement, c'est un paysage qui n'est jamais vraiment pareil. Tout au long de la journée, il change. D'un jour à l'autre, il change. Et c'est toujours une histoire infinie, quoi. C'est vrai que c'est magnifique. Ouais. Et quel enfant étais-tu ? Comment était Houssine enfant ? Moi, j'étais un enfant sage, un enfant très calme. Oui. J'étais un enfant sympa, petit. quoi. Ouais, moi, on me surnommait Mickey.
Parce qu'il paraît que j'avais des jambes comme Mickey, c'était des bâtons comme ça, Ah oui. comme Mickey Mouse. Ouais. Vous êtes une bonne fratrie. Tu es à quelle Oui, nous position, on toi? est en fait on est 10 en tout dans la famille. Mhm. Moi je suis vraiment au milieu. La plus grande c'est ma sœur qui est morte il n'y a pas très longtemps avec le Covid. Paix son âme. Ensuite il y a mon frangin, Nassar, Omar, Tahar, Kader. Ensuite moi, ensuite il y a Jamal, Nadia, Youssef. Ah oui, Voilà, Youssef. c'est le dernier. Youssef, c'est le dernier. Youssef, c'est le plus jeune, oui. D'accord. Et c'est Youssef. Aïda. Non, c'est Aïda la plus jeune, oui. D'accord. Youssef qui est aussi un grand musicien algérien. Euh, et à quoi était destiné le petit Houssine? Est-ce que déjà il y avait cette envie de faire de la musique petit? Ah, c'est-à-dire, la musique, elle a toujours été présente. En fait, la musique et le dessin, c'est-à-dire, c'est vraiment deux choses qui ont toujours été présentes pour moi. J'ai l'impression que j'ai toujours fait ça, soit chanter, soit dessiner, soit quand j'ai commencé à gratter de la guitare aussi, c'était très jeune, parce que en fait, à la maison, mes grands frères, ils faisaient aussi un peu de musique, donc il y a toujours eu des instruments à la maison, il y a toujours eu des guitares, des flûtes, des percussions. Et donc oui, ça a toujours été présent, c'est vrai. Mais bon, c'est du donc de l'ordre de la comme ça de la passion en amateur. Si tu veux, j'ai jamais pensé vraiment d'abord, j'ai jamais pensé que c'était vraiment un métier. Mhm. C'était plus un plaisir. Et Et tu pensais, quel était le métier de tes rêves quand tu étais petit garçon? moi, c'est-à-dire, je m'imaginais en soit vétérinaire, soit étudier les animaux, parce que c'était aussi c'était un truc que j'aimais beaucoup, tu vois, les manuels de science, ou les planches de biologie, tout Mhm. ça, Mhm. vraiment très jeune. Scientifique aussi. C'était quelque chose qui m'attirait beaucoup, tu vois, la planche de la poule, de l'âne, tu vois, l'anatomie, tout ça, Mhm. les plumes. C'était quelque chose qui me passionnait aussi. Donc, moi, j'imaginais plutôt mon métier comme ça par rapport à. D'accord. Ouais. D'accord. Et donc la guitare, c'est venu jeune. Enfin, Oui, la guitare, ouais, c'est. Mes frangins, mes grands frères, ils jouaient de la guitare, ils faisaient partie de. Comme ça, ils avaient des groupes quand ils étaient au lycée, quand ils étaient à la fac, au gars. Et voilà, et on a appris. J'ai appris à leur côté, quoi. Et après, bon, petit à petit, j'ai appris à jouer quelques morceaux mhm. de blues, des morceaux de Idir et tout ça. Donc, Justement, quelles étaient tes influences quand tu étais vraiment enfant, adolescent, quand tu as commencé à pratiquer de la musique? moi, j'écoutais beaucoup tout le rock anglais. Mhm. Je peux dire que c'est ça Construit? qui a fait ma formation musicale. Mhm. Tu vois, c'est vraiment ça, c'est ça qui m'a intéressé. Et c'est surtout parce que je trouve que c'est une musique très libre. C'est-à-dire, voilà, il suffit de connaître deux, trois accords, on peut chanter des chansons, on peut écrire des chansons, tu vois, et puis il n'y a pas vraiment de règles, il n'y a pas il y a rien à apprendre de spécial à part que voilà qu'on est libre de jouer comme on veut, c'est-à-dire Improvisation un peu improviser, vraiment faire Oui. ce qu'on veut. C'est pas comme par exemple la musique traditionnelle où il y a des règles, il y a des rythmes, etc. C'est pas comme la musique classique pareil où il y Oui. a voilà, Codification une des... codification, Ouais. c'est-à-dire il faut apprendre avec un maître ou là avec des livres et tout ça. Dans le rock, ce que je trouvais extraordinaire, c'est que voilà, on s'en fout, c'est-à-dire Mhm. Ah oui. on peut même chanter faux, on peut faire ce qu'on veut, je veux dire, c'est la liberté totale. Et c'est ça qui m'a attiré. Bon, mais Mhm. après, petit à petit, avec Idir, Jamal Allam et tout ça, j'ai commencé à avoir l'idée qu'on pouvait appliquer justement cette méthode de liberté qu'il y avait dans le rock à la musique algérienne, à la musique traditionnelle. Mhm.
j'ai senti qu'on pouvait créer quelque chose comme ça avec les outils du rock, travailler sur la musique algérienne. Voilà. Après, c'est devenu un peu plus, disons, une passion un peu plus construite, quoi. Alors qu'au départ, c'était juste vraiment pour gratuit. Mais après, oui. Si tu veux, j'avais une sorte d'objectif dans la musique, quoi, tu vois. Même si c'était pas un truc professionnel, mais disons, il y avait un truc qui m'intéressait, quoi. Une curiosité. Oui, une curiosité, une façon d'aborder le. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais voilà, vraiment, je voyais qu'il y avait quelque chose à faire dans un domaine. Voilà. C'est un laboratoire, en fait. Un petit peu, ouais, c'est ça. Ouais. Et justement, pour un peu clôturer ce moment d'enfance, mais je trouve que tu en parlais très bien au début quand on a parlé d'Alger. Est-ce qu'il y a un autre moment que tu souhaiterais nous partager, comme un moment Madeleine de Proust, quelque chose qui vraiment te fait penser à ton enfance, à ton adolescence à Alger, en plus de la mer, mais ça peut être une odeur, une couleur, une sensation qui vraiment, pour toi, est synonyme de cette période? Il y a une image, si tu veux, c'est la tombée de la nuit. À Alger, quand la nuit commence à tomber comme ça et qu'il y a des odeurs de fleurs, tu vois, qui commencent à embaumer. Oui. Jasmin, musclé. Même citronnier, tout ça. Enfin, il y a un moment de la journée, comme ça, où tu as la nuit qui s'installe petit à petit, et tu as des odeurs qui se dégagent. Je ne sais pas d'où ça sort, mais il y a un truc comme ça, tu vois, c'est quand tu marches dans la rue, tu sens des fleurs, ça embaume de partout. Je sais pas, je pense qu'il y a comme ça, peut-être c'est une question de température, ou là, qui commence à devenir, à changer, ou là, tu vois, en tout cas, il y a vraiment un moment, à ce moment-là, où ça embaume. Oui, un peu, enfin, la végétation méditerranéenne qui, c'est vrai, à un moment... Comme un spray, comme ça. Et c'est vrai que c'est des odeurs un peu Madeleine de Proust. Ben, merci Houssine pour ce partage. Et je reviens sur ce que tu disais par rapport à la musique, qui était un peu pour toi comme un laboratoire. Donc, toi, en fait, tu as fait des études supérieures en biologie à la faculté de Babzoa. Et ensuite, tu es arrivé en France pour poursuivre un doctorat en génétique. Donc, tu étais aussi, on va dire, cette capacité, ou en tout cas cette envie d'être dans la recherche, finalement. Oui, c'est ça. Ouais. Et c'était dans quelle spécialisation? Enfin, C'était donc, je faisais des études de génétique des populations. Ça veut dire c'est l'étude des gènes, comment ils se développent dans une population. Par exemple, le gène des yeux marrons, quand tu l'étudies dans une population, entre un moment comme ça, et au bout de plusieurs générations, comment est-ce qu'il se développe ou là il régresse, etc. Tu vois. Ok. Très bien. Et du coup, tu étais arrivé donc, en 1985. Tu te souviens de ton premier jour en France ou... Oui, je me rappelle très bien. J'étais arrivé, c'était en octobre, et j'étais très très mal habillé, j'avais froid. Je me rappelle de ça. J'ai arrivé à Paris, franchement, moi j'avais juste une veste comme ça et j'avais terriblement froid. Le choc des températures. D'accord. Et donc finalement, je pense que dans ton parcours après, quand tu es arrivé en France, l'art a finalement pris le dessus assez rapidement. Ça a été un concours si tu veux, moi, en même temps que les études, je faisais de la musique et du dessin en tant qu'amateur. Voilà, ça me suffisait largement. Mais petit à petit, si tu veux, je commençais à avoir des propositions d'exposition, des propositions de concerts. Et à un moment, je devais vraiment choisir parce que je ne pouvais plus faire les deux choses en même temps. Et voilà, et puis j'ai choisi donc de faire de la musique et du dessin. Et c'est parti comme ça. Mais je ne pensais pas vraiment que j'allais devenir musicien professionnel.
Puis il y avait aussi autre chose, c'est que moi j'étais venu ici dans l'optique de faire un diplôme de doctorat, puis de retourner en Algérie, de travailler à Babzoar. Il y avait un projet de monter un laboratoire de génétique à des populations à l'époque. Il y a eu 88, tout ça, les émeutes, et tous ces projets ont été abandonnés, si tu veux. Et nous, ils nous ont dit, au niveau de l'Algérie, ils nous ont dit que, bon, malheureusement, Oui, il n'y avait plus ce il n'y projet-là. avait plus ce projet, donc chacun devait se débrouiller tout seul. D'accord. Et donc, tu es resté en France. Et je suis resté, et c'est là ça qui m'a décidé à changer de parcours, tu vois. D'accord. Comme il n'y avait plus le truc de Babzoar, je ne voyais plus très bien pourquoi j'allais faire de génétique ici, d'autant plus qu'ici, si tu veux, il n'y avait pas vraiment de perspective de travail en génétique au gars. Voilà, donc j'ai abandonné. D'accord. Pour en tout cas faire une grande carrière dans la musique. Donc en 97, tu crées et tu diriges l'association L'Usine à Arcueil. Est-ce que tu veux nous dire ce que c'est l'usine, pour ceux qui ne connaissent pas? En fait, l'usine, si tu veux, à l'époque, il y avait un label de musique, et donc le label Samarcand, qui avait produit le premier album de l'ONB, de Gada Diwan Béchar, et c'est eux qui ont produit aussi le premier album de Sidi Bémol. Et ils avaient donc un local, un petit immeuble qu'ils louaient à Arcueil. Ça, depuis 1994, un truc comme ça, 1994. Au bout d'un moment, nous, si tu veux, on travaillait là-bas en tant qu'artiste. Moi, j'avais un atelier de peinture là-bas. Il y avait des locaux de répétition et tout ça. Et en 97, si tu veux, le Samarcand s'est retiré de l'usine. Ouais. Et nous, pour garder le lieu, on a créé un collectif d'artistes, une association qu'on a appelée Association L'Usine. Et on a repris le bail de location de ce lieu. Et on a continué à travailler, donc à créer les studios, à aménager le studio de répétition et tout ça. On a continué à travailler là-bas. C'était des lieux de répétition, d'enregistrement, des ateliers de graphistes. Donc, comme tu disais, il y avait l'ONB, Garda Diwan de Bchar, Kalweg, Yannès. Il y avait aussi le plasticien Mustafa Botajin qui avait son atelier là-bas. Et donc, c'était vraiment un lieu de regroupement, de ralliement pour la création algérienne. Est-ce que, pour toi, l'usine permettait peut-être à toi, mais aussi aux autres artistes algériens, de se sentir moins seuls quand ils venaient d'arriver en France? Exactement, c'était un peu ça. C'est-à-dire l'association L'Usine, c'est-à-dire le but, c'était de professionnaliser un petit peu tout le monde, les artistes qui étaient là-bas. Tu vois, aussi bien dans la musique que dans le graphisme et tout ça, c'est de favoriser un peu leur professionnalisation, qu'ils obtiennent des contrats de travail, tu vois... Et c'est pour ça qu'il y avait en plus des ateliers dont tu parles, il y avait aussi des bureaux de Planète des Aides. Exactement, je pense à Vreda. Vreda, oui. Et les bureaux aussi de Pix Studio qui étaient là-bas. C'était des structures, tu vois, mais on travaillait sur justement les contrats, tout le côté un peu administratif et légal du travail de musicien, de la communication, etc. Donc... tu vois, c'est un peu tout ça. Et à l'époque, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de musiciens qui arrivaient d'Alger. Et comme l'usine, avec l'ONB notamment, et Gada Diwan Béchar, elle était devenue très connue en Algérie dans le milieu des musiciens. Donc il y avait plein de musiciens qui arrivaient, ils débarquaient à Paris, ils venaient directement à l'usine. À l'usine. Ouais. C'était devenu après, tu vois, vraiment... Et comme en fait l'usine, la gestion de l'usine, c'était que chaque groupe avait les clés. Et petit à petit, en fait, des fois, j'arrivais là-bas, je trouvais des gens que je connaissais pas du tout, ni d'Ève ni d'Adam, mais qui étaient là. Bon, salam alaikum, c'est une grande maison d'artistes, en tout cas. C'est ça, c'est vrai. Ah.
Et puis un tissu d'entraide entre les artistes C'est ça. algériens. L'idée, c'était ça. C'était de fédérer un petit peu tout ça, et que les gens, tu vois, que les groupes, par exemple, les musiciens qui travaillent dans l'ONB, par exemple, ils puissent travailler aussi avec d'autres musiciens, d'autres groupes, qu'il y ait des trucs, des créations Oui, voilà, des créations un peu dans tous les sens, et puis qu'il y ait surtout qu'on arrive à trouver des contacts pour trouver des contrats, avec les mairies, avec, tu vois, plein de choses, enfin, tout l'environnement professionnel de la musique. oui, oui, c'est ça. C'est que justement, ce tissu permet l'entraide parce que parfois, j'imagine que dans une carrière, tout n'est pas facile. Enfin, il y a des hauts et des bas. En tout cas, des Bien sûr. moments plus compliqués que d'autres. Oui, bien sûr. Il y a aussi le fait que, si tu veux, pour les musiciens qui viennent d'ailleurs, on n'a pas de contact ici. C'est-à-dire, nous, on a grandi en Algérie. Je veux dire, on arrive ici, on n'a pas de... Le réseau, quoi. On n'a pas ni la famille, ni le réseau. C'est-à-dire, on est un Mm. peu dans un lieu où il faut tout créer, tu Ouais, vois. Enfin, ouais. il faut tout constituer. Donc, c'est un peu... On est obligé d'être un peu solidaire, d'être un peu... Tu vois, pour qu'on puisse avancer. Sinon, c'est pas possible. Mais c'est ça, c'est ce qui fait la force aussi de l'usine, de Planète DZ, enfin tout le travail que vous avez fait durant les années 2000, toi, Ouleda, et puis plein d'autres personnes de l'usine pour justement donner C'est ça. cet accueil et C'est puis ça. cette structure à Ouais. beaucoup C'est ça, d'artistes algériens. c'est pour ça aussi que c'est important les contacts qu'on a avec des labels constitués comme Samarcand à l'époque, tu vois, c'est tout Mm. ça qui a joué. Oui, 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 ça marquant Dalia Dahane qui avait monté ce label. Et toi, dans ces périodes, s'il y a eu des périodes un peu compliquées, je pose la question plus à l'homme privé que l'artiste, qu'est-ce qui t'a aidé dans des moments un peu compliqués? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé à continuer, en tout cas à tenir Oui, c'est le sentiment de faire quelque chose d'utile, si tu veux, de faire quelque chose qui doit être fait, tu vois, c'est d'abord ça, tu vois, moi j'ai eu une période où j'étais sans papier, tu vois, mais j'ai pas, je veux dire, baisser les bras, quoi. j'ai pas baissé les bras, et ça ne m'a pas, je veux dire, j'étais pas affolé, j'étais pas en panique, parce que justement, bon, comme on dit, j'avais la conscience tranquille, quoi. Voilà, Ça avait du sens ce que tu faisais. ça avait du sens. Il y avait, voilà, je faisais rien de mal. Au contraire, tu vois, c'est un travail qu'il fallait faire. Donc il y a ce sentiment de faire quelque chose d'important, d'utile. Je veux dire, ça nous maintient. Et puis, bon, bien sûr, c'est aussi les rencontres qu'on fait. C'est-à-dire, moi, par exemple, la rencontre avec ma femme, je veux dire, c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire, ça, le fait de travailler en plus avec elle, le fait d'être deux, c'est très très important aussi. Oui, 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 c'est la force de ne pas Exactement. être seul, du coup, d'être à deux. Exactement, bien sûr. On salue Ira au passage. Et donc, si tu avais un conseil comme ça à donner à des jeunes artistes qui rencontrent des difficultés, ça serait quoi pour toi? Bah, de ne jamais baisser les bras, ça c'est vrai. Mm. C'est vrai que c'est important de ne jamais baisser les bras, et voilà, de garder la tête froide et la tête haute, quoi, dans toutes les circonstances, parce que c'est déjà, en général, c'est pas facile, si tu veux, quand on est à l'étranger, quand Oui, on est exilé, enfin, étranger quelque part. ouais, Mais c'est encore plus difficile quand on fait des métiers un peu spéciaux, un peu ouais, dans la musique, des métiers où on se trouve souvent justement seul. Mm. Et il faut pas baisser les bras. Et rester solidaire entre artistes. Voilà, il faut garder vraiment c'est-à-dire la motivation qui fait qu'on a envie de faire de l'art. Il faut toujours la garder perpétuellement et ne jamais la quitter des yeux. Ça, c'est vrai. Oui.
Il faut que ça nous guide. C'est ça le phare Ouais. de la vie, je pense. Merci, ouais, je vois très bien ce que tu veux dire, Houssine. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est une grande sérénité qui se dégage de toi. Et puis, un parcours constant. Tu as toujours... bon, on se connaît depuis quelque temps. Depuis que je te connais, tu as toujours des envies de projets, ce qui m'amène un peu à questionner un peu ta création artistique. Comment ça se déclenche? Par exemple, dans la musique, est-ce que c'est un texte qui va amener de la musique ou est-ce que c'est parfois des mélodies que tu vas chantonner qui vont amener un texte? Comment ça se passe C'est vraiment quelque chose en fait, d'assez mystérieux, je pense. C'est-à-dire, je pense... moi, souvent, je donne l'image de l'oiseau qui chante dehors, comme ça, tu vois. Ouais. Il chante, on ne va pas lui demander comment il fait, comment, pourquoi, etc. Voilà, il chante, c'est tout. Ouais, ça vient. Ça vient comme ça. Franchement, moi, je ne saurais pas expliquer, comme ça, le processus de création. Gars, bon, je sais que, voilà, des fois, j'ai des idées comme ça de textes. Quand je vois une situation, quand je lis quelque chose dans le journal, quand je regarde quelque chose à la télé, quand je discute, j'entends des gens raconter leurs histoires aux gars. Et voilà, des fois, je me dis, tiens, ça ferait une très bonne chanson comme ça, avec telle mélodie. Des fois, il y a une mélodie pareille qui vient, et puis je me dis, ça collerait très bien avec tel texte. Voilà, des fois, il y a des situations où je me dis, il faut absolument écrire quelque chose là-dessus, parce que c'est trop important, j'ai envie de dire quelque chose sur ce sujet. Donc vraiment, il y a plein de De palette, quoi. voilà, il y a différents processus. Enfin, c'est très large. Il n'y a pas un truc avec de précis. Et d'ailleurs, quand bon, ça m'est arrivé de travailler aussi par, comme on dit, sur commande, c'est-à-dire des gens qui me demandent d'écrire comme ça une mélodie ou un texte sur tel sujet. Et là, c'est plus difficile parce Oui. que justement, il y a c'est pas juste une envie qui vient de moi. Et moi, c'est-à-dire comme j'ai pas de formation de musicien ni de formation d'écriture, ou là, c'est vraiment c'est pour ça que voilà, je prends ce qui vient comme ça, ce qui vient en moi, tu vois. Mais par contre, quand je dois travailler sur quelque chose de précis, quand une commande, un truc comme ça, c'est beaucoup plus difficile pour moi parce qu'il n'y a pas ce truc-là tu vois, ce truc un peu désintéressé, un peu, tu vois, sans contrainte, qui vient spontanément. Et moi, dans mes projets, j'ai toujours travaillé de façon un peu spontanée, comme ça, j'ai jamais eu d'objectif, ni de réussite, je fais des choses parce que j'ai envie de les faire et c'est tout. C'est-à-dire, ça s'arrête là souvent. Après, bon, heureusement, j'arrive à vivre de mon travail artistique, mais, euh, mais voilà, quoi, j'ai pas d'objectif bien précis, tu vois. Oui. Mais moi, bon, Oui, toi, j'ai c'est plus jamais appris ça. instinctif, Ouais, en ouais. fait. Et est-ce que tu penses que ton départ d'Algérie a un impact un peu sur justement, tes inspirations, sur ta création? Est-ce que ça donne une autre couleur? Oui, oui, je pense que de toute façon, c'est-à-dire si j'étais resté en Algérie, je pense pas que j'aurais fait tout ce que j'ai fait ici. Et de toute façon, je les aurais pas fait de la même façon. Tu vois, ça c'est sûr. Parce que, bon, ici, je pense que il y a justement j'ai trouvé une liberté que j'aurais pas eue, je pense, si j'étais resté en Algérie. Donc ça joue beaucoup, à mon avis. Et dans la fusion aussi des styles musicaux, est-ce que peut-être si tu étais là-bas, tu n'aurais peut-être pas forcément cherché Je pense que de ce côté-là, non. Parce que, si tu veux, en Algérie, on écoutait beaucoup de musique qui venait d'ailleurs. Tu vois. Rien qu'avec la chaîne 3, à l'époque, on a écouté franchement tout ce qui sortait en Europe. Hein. Oui. C'est-à-dire, moi, la musique, tu vois, j'ai appris la musique pratiquement avec la chaîne 3. Hein, tu vois.
Et puis, à l'époque, il y avait beaucoup de concerts aussi d'artistes internationaux qui venaient à Alger. Alger, c'était pratiquement tous les groupes qui faisaient une tournée mondiale, à un moment ou à un autre, ils passaient par Alger, hein, tu vois, jusque dans les années 80. Ouais, peut-être même tu écoutais plus la musique occidentale quand tu étais là-bas que la musique algérienne. Exactement, Ouais. exactement. Et c'est ça. En fait, en arrivant ici, Mhm. que je redécouvre un peu toute la musique Oui. algérienne, tu vois, même la musique folklorique, ouais, c'est ici que je l'ai redécouverte, c'est vrai. Ouais, ouais, on veut renouer un peu. On renoue, et puis il ne faut pas oublier aussi qu'il y a ici en France, il y a des archives musicales qui n'existent pas en Algérie. Par exemple, si tu veux t'intéresser à quelqu'un comme Slimane Azem, tu as plus de chances de trouver des choses ici en France qu'en Algérie, tu vois. Donc tu as redécouvert un peu aussi Oui, exactement, ouais, c'est vrai. beaucoup de musique Ouais, ouais. algérienne ici en France. Et Finalement. c'est vrai, tu as raison, c'est-à-dire il y a un réflexe un peu de s'intéresser à l'origine, au gars. Parce que quand on est un peu loin du pays, il y a une nostalgie qui fait Oui. qu'on redécouvre, qu'on voit les choses autrement, tu vois. Mm. C'est vrai que moi, quand j'étais en Algérie, pour moi, la musique traditionnelle, au gars, ça me paraissait un truc un peu vieux, un peu, tu vois, un peu comme ça, un peu. C'était de la musique morte, pratiquement, tu vois. Mais après, avec le recul, quand même, j'ai redécouvert la richesse de cette musique traditionnelle, tu vois, Oui. la diversité aussi, tu vois, c'est un domaine vraiment énorme, tu vois, c'est un domaine infini. Oui. Tu avais même donné des ateliers justement sur les musiques dans des collèges en région Île-de-France sur des. Oui, à Oui. Ivry, oui, 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 oui. Quand je travaillais sur la pièce de théâtre de Foulaye, l'Odyssée de Foulaye, on m'a proposé d'animer des ateliers ici dans les collèges et lycées d'Ivry, que j'ai fait avec Kherdin d'ailleurs. Mhm. Et voilà, on parlait des rythmes, de la richesse des rythmes, des musiques algériennes, tu vois, Mm. aux collégiens. Et aux élèves du conservatoire aussi. Oui. Très intéressant. En tout cas, Ouais. cette C'est transmission. intéressant, ouais, parce qu'ils ne connaissent pas, en fait, tu vois, parce que bon, il y a leurs parents comme ça enfin les gens d'origine algérienne, hein, leurs parents qui connaissent un petit peu, qui écoutent un petit peu de musique, tel style ou tel style, mais ils ne connaissent pas la diversité Mm. de toute la musique et des rythmes, la richesse des rythmes, ils ne connaissent pas. Pour eux, c'est une découverte importante. Ouais. Oui, ouais, ouais, ça donne un autre regard sur la C'est ça. musique Ouais. des parents et des grands-parents. Ben, merci Houssine, on arrive bientôt à la fin de cette rencontre. Est-ce que tu souhaites nous partager des actualités que tu as, alors des projets peut-être non confidentiels, à moyen ou futur terme? On a un label, Mhm. CSB Productions, avec Ira, et on travaille donc sur des albums de 3 jeunes artistes algériens. Il y a Iwal, qui est un très joli couple de musique shawi. Oui. Il y a Nassim Dendan, qui a déjà une belle carrière derrière lui, là. Mm. Et puis il y a Cher Cédric, c'est un petit cher De Béjaïa, non? de Béjaïa, ouais, ouais. Et donc c'est la production de leur album, futur album. De leur musique, ouais, c'est ça. Super. Très bien. Et donc, et pour toi, ou peut-être pas encore. Si, moi aussi, je travaille sur donc, mon prochain album. C'est un album de Gellal, blues avec du Gellal, que j'ai bien avancé dans l'enregistrement. Voilà, et puis j'ai quelques concerts Oui, qui arrivent. super. Ben, merci Houssine pour tout ce partage. Donc, on avait commencé par ce podcast par un résumé de ton parcours, et je voulais le terminer par un portrait chinois culturel. Donc, moi, je vais commencer par poser des questions. Donc, je vais commencer les phrases. Et puis toi, si tu réponds par un mot, Je et après complète. tu complètes. Et puis D'accord. si t'es pas inspiré, tu peux dire on passe. D'accord. Très bien. Alors, si j'étais un livre, je serais. Un dictionnaire.
Si j'étais un film. Un film des frères Cohen, comme les Big Lebowski. Si j'étais une musique, je serais. Une chanson de Idir, Si j'étais... n'importe laquelle. Oui. Si j'étais une autre personnalité artistique. Orson Welles. Si j'étais un plat cuisiné, je serais... Loubia. Loubia hamra. Loubia hamra. Si j'étais une langue, je serais... Le berbère. Et enfin, si j'étais un pays, je serais... Un pays imaginaire. C'est vrai, un pays imaginaire. Merci Houssine, je te remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation. J'espère que cet échange permettra à tes fans de mieux te connaître et peut-être aux autres auditeurs de te découvrir, talanisme entre l'Algérie et la France. À tout bientôt. Merci. Merci. Ces partages sont précieux. Ils permettent de tisser des ponts entre les cultures, les langues et les mémoires. Ici, on croit que l'art est un lieu de rencontre, que le métissage culturel est une richesse et que nos différences sont une force créative. Continuons à écouter, à nourrir notre curiosité et à aller éternellement à la rencontre. Si cet échange vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner, à partager l'épisode autour de vous ou à laisser quelques mots. C'est ce qui fait vivre ce podcast. À très bientôt dans ISM. Merci.